Nous étions de bons lycéens, jamais de problème, passant la plupart de nos week-ends à simplement traîner ensemble. Un soir particulier de mi-octobre, j'ai invité plusieurs amis chez moi. Claire, Marc, Thomas, Sophie et Élodie sont tous venus, arrivant vers 19h. Mes parents étaient partis rendre visite à ma grand-mère dans le département voisin, nous laissant la maison. Ça ne les dérangeait pas tant que nous n'organisions pas de fête. Et de toute façon, nous n'étions pas ce genre d'adolescents. C'était une belle soirée, inhabituellement douce pour octobre dans notre petite ville du centre de la France. L'air avait cette odeur automnale caractéristique de feuilles et de feux de bois lointains, mais il ne faisait pas encore assez froid pour nous forcer à rester à l'intérieur. Nous avions commencé par des jeux de société et des vidéos à la maison, mais vers 20h30, Marc a suggéré de sortir sur la terrasse arrière. Maman avait installé des guirlandes lumineuses plus tôt dans la saison, qui donnaient à tout l'espace une lueur dorée presque magique. « On peut vraiment voir les étoiles ce soir », remarqua Élodie, pointant vers le ciel dégagé. Elle avait raison. Notre ville était assez petite pour que la pollution lumineuse ne soit pas trop importante, et par les nuits claires, on pouvait distinguer la voile d'Avelia Lactée s'étendant dans l'obscurité. Nous avons fini par nous installer dehors, étalés sur les chaises de jardin et les marches menant au jardin, profitant de la soirée. Sophie était assise à côté de moi sur les marches, et j'étais particulièrement conscient de sa présence. J'avais un énorme béguin pour elle depuis la seconde, mais je n'avais jamais eu le courage de lui avouer. Elle portait son sweat bleu préféré, ses cheveux noirs attachés en queue de cheval lâche. Chaque fois qu'elle riait, je sentais mon cœur s'emballer. Tandis que la nuit s'assombrissait, la conversation a dérivé des potins du lycée aux histoires de fantômes. Marc venait juste de terminer un récit particulièrement effrayant sur une maison abandonnée de l'autre côté de la ville quand Thomas s'est levé d'un bond. « J'ai une idée », dit-il, sa voix animée par l'excitation. « Jouons à cache-cache dans le noir. » C'était essentiellement une version adulte de cache-cache mêlée à capture du drapeau, jouée dans l'obscurité. Nous devions nous diviser en équipes, cacher un drapeau ou un marqueur quelque part, puis essayer de capturer les membres de l'équipe adverse tout en protégeant notre drapeau. Une fois attrapés, on devait aller dans une prison désignée jusqu'à ce qu'un coéquipier vienne nous libérer. « Je suis partante », dit immédiatement Élodie, toujours prête pour une activité physique. « Pourquoi pas ?» haussa Marc, se levant et s'étirant. Élodie semblait moins certaine. « Il ne fait pas un peu trop sombre pour ça ? C'est tout l'intérêt, » rit Thomas. « Ce n'est pas amusant si on voit tout. » Nous avons débattu des règles pendant quelques minutes, nous mettant d'accord sur les limites. Mon jardin, plus les 2 maisons de chaque côté, dont les propriétaires, nous le savions, ne seraient pas dérangés. Les Moreau à notre gauche avaient que des adolescents aussi, et Madame Leroy à notre droite traitait pratiquement tous les enfants du quartier comme ses petits-enfants. « Qui fait équipe avec qui ?» demanda Marc. Avant que quiconque puisse parler, j'ai dit « Je fais équipe avec Sophie ». J'ai essayé d'avoir l'air décontracté, mais je pouvais sentir mes joues rougir et j'étais reconnaissant pour l'obscurité. Sophie m'a souri. « Ça me va ?» Nous nous sommes séparés en 3 équipes, Sophie et moi, Marc et Élodie, et Thomas et Claire. Nous avons pris quelques minutes pour élaborer des stratégies, chaque équipe établissant où serait leur prison et cachant leur marqueur. Sophie et moi avons choisi un nain de jardin de la collection de ma mère comme marqueur, le dissimulant derrière une plante en pot sur notre terrasse. « Prêts ou pas, c'est parti !» cria Thomas, après que nous ayons tous eu quelques minutes pour nous installer. Ma ville était assez petite pour que tout le monde connaisse tout le monde. La plupart des gens ne verrouillaient même pas leurs portes la nuit, donc ce n'était pas bizarre pour les voisins de nous voir courir dans les jardins. Sophie et moi avons décidé de rester devant les maisons, puisque la plupart des gens se cacheraient dans les jardins arrière, pensant que c'était plus sûr. « Vérifions d'abord le jardin des Moreau », chuchotai-je à Sophie,
tandis que nous nous faufilions le long de mon allée. Thomas se cache toujours dans des endroits évidents. Il pense être malin en se cachant quelque part de trop évident. Sophie acquiesça, et nous nous sommes déplacés silencieusement à travers la pelouse, restant près de la haie qui séparait notre propriété de celle des Moreau. La nuit s'était assombrie, avec seulement le croissant de lune et les lampadaires distants fournissant un peu de lumière. Les ombres semblaient s'étirer et se déplacer tandis que nous avancions et chaque bruissement dans les buissons nous faisait nous arrêter et retenir notre souffle. « Je ne vois personne », chuchota Sophie, après que nous ayons vérifié derrière les haies des Moreau et le grand chêne dans leur jardin avant. « Allons voir chez Madame Leroy », suggérai-je. Alors que nous nous dirigions vers le jardin de Madame Leroy, j'entendis une brindille craquer derrière nous. J'ai attrapé le bras de Sophie et nous nous sommes tous deux figés. Après quelques secondes de silence, nous avons continué à avancer, mais plus prudemment maintenant. Le jardin de Madame Leroy était vide aussi, du moins la partie avant que nous pouvions voir. Ces nains de jardin, elle en avait au moins une douzaine, semblaient nous observer d'un air accusateur, tandis que nous nous faufilions devant eux. Nous étions sur le point de retourner vers ma maison quand Sophie tira sur ma manche. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle, pointant vers le bout de la rue. Au bout de la rue se trouvait une petite maison où un homme âgé nommé Monsieur Granger vivait seul. Sa femme était décédée quelques années plus tôt, et c'était un homme gentil, passant toujours du temps à pêcher et apportant occasionnellement aux enfants du quartier une partie de sa prise, après l'avoir nettoyé, bien sûr. Personne ne savait vraiment grand-chose de lui, sauf qu'il avait été militaire quand il était plus jeune. Cette nuit-là, son bateau était garé dans l'allée, ce qui était inhabituel car il le gardait généralement dans son garage ou l'emmenait lors de ses fréquentes sorties de pêche. « C'est le bateau de pêche de Monsieur Granger », dis-je. « Mais je ne pense pas qu'on doive aller aussi loin, c'est en dehors de nos limites. » Sophie me regarda, ses yeux brillants de malice dans la faible lumière. Personne n'a rien dit spécifiquement sur la maison de Monsieur Granger comme étant hors limite, et ce serait la cachette parfaite. Personne ne penserait à chercher là-bas. J'hésitais, mais Sophie se dirigeait déjà vers le bateau, et je ne voulais pas la laisser y aller seule. Nous avons longé la rue, restant près du côté où les ombres étaient les plus profondes. En nous approchant de la maison de Monsieur Granger, j'ai remarqué qu'elle était complètement sombre. Aucune lumière n'était allumée à l'intérieur, et sa vieille camionnette n'était pas dans l'allée. « Il est peut-être parti pêcher pour la nuit ?» chuchotai-je. « Timing parfait pour nous », répondit Sophie avec un sourire. J'ai suggéré que nous nous cachions sous le bateau, et Sophie a accepté. C'était un petit bateau de pêche en aluminium sur une remorque, avec une bâche tendue par-dessus pour le protéger des intempéries. La bâche n'atteignait pas complètement le sol, laissant un espace juste assez grand pour que nous puissions nous glisser dessous. Nous nous sommes faufilés en dessous, allongés l'un contre l'autre sur l'allée en béton, nos dos contre le sol froid et la coque du bateau à quelques centimètres au-dessus de nos visages. « C'était une bonne idée ?» chuchota Sophie, tournant la tête pour me regarder. Nous étions si proches que je pouvais sentir l'odeur de fraises de son shampoing. Personne ne nous trouvera ici. « Ouais », réussis-je à dire, soudainement très conscient de notre proximité. Nos épaules se touchaient, et si je tournais un peu plus la tête, nos visages ne seraient qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. Nous sommes restés là pendant ce qui semblait une éternité, chuchotant des banalités sur l'école, le prochain bal de fin d'année, et nos projets pour l'université l'année suivante. Je voulais l'inviter au bal, mais ne trouvais pas les bons mots. L'obscurité sous le bateau rendait la conversation plus facile d'une certaine façon, comme si nous étions dans notre propre petit monde, séparés de tout le reste. Quelques minutes plus tard, nous avons entendu des pas sur le pavé, des pas rapides et légers qui ressemblaient à quelqu'un qui courait. Ils se sont arrêtés près du bateau et nous avons retenu notre souffle pour éviter de faire du bruit.
La personne à l'extérieur a commencé à chuchoter et à presser quelqu'un de se dépêcher. « Allez, dépêche-toi, on n'a pas beaucoup de temps », dit la voix. C'était une voix d'homme, basse et urgente, mais pas une que je reconnaissais. La main de Sophie a trouvé la mienne dans l'obscurité, ses doigts serrant fermement les miens. Je pouvais la sentir se raidir à côté de moi. Soudain, d'autres pas ont couru le long du bateau. Ceux-ci étaient l'un des plus lourds, comme quelqu'un portant quelque chose de substantiel. La voix à l'extérieur semblait étrange, mais j'ai supposé que c'était l'un de nos amis, essayant de déguiser sa voix dans le cadre du jeu. « Tu as tout ?» demanda la première voix. « Ouais. Partons avant qu'il revienne. » répondit une seconde voix, également masculine et inconnue. L'emprise de Sophie sur ma main s'est encore resserrée. Nous n'étions plus seulement en train de nous cacher de nos amis. Nous nous cachions d'étrangers qui, clairement, n'étaient pas censés être là. Juste au moment où nous allions bouger pour voir ce qui se passait, nous avons entendu une portière de voiture claquer, suivie du bruit d'un moteur qui démarrait. Puis, le son le plus inattendu, Monsieur Granger criant à l'aide. « Au secours! Que quelqu'un m'aide !» Nous sommes sortis de sous le bateau et avons trouvé Monsieur Granger dans l'allée, visiblement secoué. Son visage était pâle et un filet de sang coulait d'une coupure sur son front. Il portait encore ses vêtements de pêche, un jean usé et une chemise à carreaux. Mais ils étaient en désordre, comme s'il avait été dans une bagarre. « Vous allez bien, les enfants ?» demanda-t-il quand il nous vit, ce qui semblait étrange vu que c'était lui qui était blessé. « Nous allons bien, Monsieur Granger ?» dis-je. « Que s'est-il passé ?» Il expliqua que 2 grands hommes portant des cagoules s'étaient introduits chez lui pendant qu'il déchargeait son matériel de pêche de son camion. Il venait de rentrer d'une excursion d'une journée au lac. Il l'avait poussé, quand il avait essayé de les arrêter, l'avait frappé avec quelque chose. Probablement une lampe de poche, pensait-il, et avait volé le petit coffre-fort de sa chambre qui contenait de l'argent liquide, les bijoux de sa défunte épouse et quelques documents importants. Ils se sont enfuis par la porte d'entrée quand ils m'ont entendu crier, dit-il, touchant délicatement la coupure sur son front. J'ai essayé de les arrêter, mais ils étaient trop forts pour un vieil homme comme moi. Nous avons couru jusqu'à la maison de mes parents pour appeler la police. Sophie restant avec Monsieur Granger pour s'assurer qu'il allait bien. Mon cœur battait la chamade, tandis que je composais le 17 et expliquais ce qui s'était passé. En quelques minutes, la nuit tranquille était remplie par les sirènes des voitures de police qui s'arrêtaient devant la maison de Monsieur Granger. Les policiers nous ont tous interrogés, y compris nos amis qui étaient accourus en entendant le vacarme. Comme Sophie et moi avions entendu les hommes s'enfuir, nous avons fourni le peu d'informations que nous pouvions, bien que nous n'ayons pas vu leur visage, ni eu un bon aperçu d'eux. Les officiers semblaient particulièrement intéressés par le fait que le chien de Monsieur Granger, un berger allemand habituellement vocal nommé Max, n'avait même pas aboyé quand les intrus étaient entrés. « C'est la chose la plus étrange, » dit Monsieur Granger à la police. « Max aboie toujours face aux étrangers, toujours. Mais il n'a pas fait un bruit ce soir. Quand je suis entré, il était juste allongé dans la cuisine, comme engourdi. Ils lui ont peut-être donné quelque chose, suggéra l'un des officiers. On a déjà vu ça, des cambrioleurs utilisant des sédatifs sur les chiens de garde. L'enquête s'est poursuivie tard dans la nuit. Mes parents sont rentrés pour trouver des voitures de police dans le quartier et étaient naturellement inquiets jusqu'à ce que j'explique ce qui s'était passé. Ils ont insisté pour faire du café pour les officiers et Monsieur Granger, qui était assis à notre table de cuisine, l'air perdu et vulnérable, nous avons appris plus tard que les cambrioleurs étaient armés de couteaux et peut-être d'un pistolet, bien qu'ils n'aient pas montré d'armes à Monsieur Granger. Le coffre-fort qu'ils avaient volé contenait non seulement de l'argent liquide et des bijoux, mais aussi des médailles du service militaire de Monsieur Granger qui avaient une immense valeur sentimentale pour lui. La police n'a jamais attrapé les hommes, mais l'événement a changé notre petite ville. Les gens ont commencé à verrouiller leurs portes la nuit. Les parents sont devenus plus prudents quant à laisser leurs enfants jouer dehors après la tombée de la nuit.
et Monsieur Granger, qui avait toujours été indépendant, a accepté d'emménager chez son fils dans la ville voisine, incapable de se sentir en sécurité dans sa propre maison. Quant à notre groupe d'amis, nous n'avons plus jamais joué à cache-cache dans le noir. C'était trop étrange, le souvenir de cette nuit trop vivace dans nos esprits. Sophie et moi nous sommes rapprochés grâce à cette expérience, trouvant du réconfort en parlant de ce qui s'était passé. 2 semaines plus tard, j'ai enfin trouvé le courage de l'inviter au bal de fin d'année. Et à ma surprise et ma joie, elle a dit oui. Parfois, je me demande ce qui se serait passé si nous n'avions pas choisi de nous cacher sous ce bateau cette nuit-là. Les cambrioleurs se seraient-ils enfuis sans que personne ne s'en aperçoive? Monsieur Granger aurait-il été plus gravement blessé s'il les avait affrontés seul? Je ne le saurai jamais avec certitude. Mais cette nuit m'a appris que le danger peut se cacher même dans les endroits qui semblent les plus sûrs, et que parfois, être au mauvais endroit, au mauvais moment, peut se transformer en être exactement où. Cette histoire s'est déroulée il y a environ 5 ans, quand je travaillais encore comme chauffeur VTC. Je le faisais depuis 8 mois environ, principalement les week-ends et les soirées après mon travail dans une compagnie d'assurance. Ce revenu supplémentaire m'aidait à rembourser mes prêts étudiants, et j'appréciais généralement de rencontrer différentes personnes et d'écouter leurs histoires. C'était un dimanche humide de fin août, une de ces journées d'été dans le sud de la France où la chaleur vous suit partout comme une ombre indésirable. Je venais de déposer un passager à Eyguières après l'avoir pris en charge dans le centre de Marseille plus tôt dans l'après-midi. C'était un long trajet, près d'1 heure dans chaque sens avec une circulation modérée, et j'étais content de gagner une somme importante pour une seule course. Eyguières se trouve à environ 50 km au sud de Marseille, niché parmi des terres agricoles et de petits villages occasionnels. Le passager était un homme d'affaires d'âge moyen qui avait passé la plupart du trajet en conférence téléphonique, reconnaissant à peine mon existence, sauf pour confirmer l'adresse et me demander si je pouvais augmenter la climatisation. Ce genre de passager me convenait parfaitement. Pas de bavardage forcé, juste de la conduite. Il avait aussi bien pour boire, ce qui était toujours apprécié. Après l'avoir déposé à ce qui semblait être une réunion de famille, dans une grande ferme à la périphérie d'Eyguières, je me suis retrouvé face à la perspective d'un long trajet de retour à vide vers Marseille. C'est l'un des risques que vous prenez quand vous conduisez pour une application de VTC. Vous pourriez vous retrouver à revenir à vide, sans passager pour couvrir votre trajet de retour. La société ne vous indemnise pas pour ces kilomètres parcourus à vide. Donc, chaque dépôt dans un lieu éloigné s'accompagne d'un calcul mental. La course que je viens de faire couvrira-t-elle les 2 directions? Néanmoins, j'ai gardé l'application active au cas où j'aurais la chance de trouver un passager dans la région. L'application permettait aux chauffeurs de définir leur destination et de n'accepter que les courses qui se trouvaient sur leur itinéraire ou qui se termineraient plus près de leur destination. J'ai donc défini la mienne pour mon appartement à Marseille et j'ai commencé le trajet de retour. Le paysage entre Eyguières et Marseille est essentiellement plat, avec des champs s'étendant jusqu'à l'horizon, occasionnellement interrompus par de petits groupes d'arbres ou des maisons isolées. L'autoroute traverse tout cela comme un ruban gris, droit et prévisible. J'avais la radio réglée sur une station de rock classique, les fenêtres fermées pour garder la chaleur dehors et la climatisation à fond. Pour la plupart, je profitais de la solitude après un week-end chargé de conduite. Environ 20 minutes après avoir entamé mon retour, à ma grande surprise, j'ai soudainement reçu une notification pour prendre en charge une femme nommée Sarah à Salon de Provence. Salon est une petite ville à environ 40 km de Marseille, avec une population de quelques milliers d'habitants. Je ne m'attendais pas à obtenir des courses ici un dimanche après-midi, surtout en provenance d'un si petit endroit, mais j'étais reconnaissant pour la course. J'ai accepté immédiatement et j'ai suivi les directions GPS jusqu'au lieu de prise en charge. L'application m'a dirigé hors de l'autoroute principale,
à travers quelques rues résidentielles et finalement vers l'avant de la mairie de Salon. Un petit bâtiment en pierre avec un mât de drapeau devant et un modeste panneau l'identifiant. Cela m'a semblé étrange car c'était dimanche et toute la ville était pratiquement fermée. Il n'y avait pas d'autres voitures sur le parking et le bâtiment lui-même était sombre. Le point de ramassage était directement devant la mairie et en approchant, je pouvais voir une silhouette solitaire debout au bord du trottoir. C'était une jeune femme qui semblait avoir entre 18 et 22 ans. Elle se tenait là, sans personne d'autre aux alentours, aussi loin que l'œil pouvait voir. Il n'y avait pas de maison ou d'autres bâtiments immédiatement adjacents, juste la mairie, son parking vide et cette jeune femme attendant seule. Elle portait un t-shirt blanc simple et un short en jean bleu, avec des cheveux bruns aux épaules et des lunettes de soleil malgré la journée qui commençait à se transformer en soirée. Sa caractéristique la plus remarquable était le grand sac de voyage à ses pieds, vert militaire et gonflé de contenu. Je me suis garé au bord du trottoir et elle a immédiatement ramassé son sac et s'est approchée de ma voiture. Je garde toujours mes portes verrouillées jusqu'à ce que je vérifie le nom du passager. Une pratique de sécurité que j'avais adoptée tôt. Alors j'ai baissé légèrement la fenêtre. « Sarah ?» ai-je demandé. « Oui, c'est moi », a-t-elle répondu avec un léger sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Sa voix était douce, mais confiante. J'ai déverrouillé les portes et elle est montée sur le siège arrière, plaçant son sac de voyage à côté d'elle plutôt que dans le coffre. Ce n'était pas inhabituel. Beaucoup de passagers préféraient garder leurs affaires près d'eux, surtout si elles contenaient des objets de valeur ou des effets personnels. « Où allez-vous aujourd'hui ?» ai-je demandé, bien que je puisse déjà voir sur mon application que sa destination était fixée à l'aéroport Marseille-Provence. « L'aéroport ?» a-t-elle confirmé, s'installant dans son siège et attachant sa ceinture. « Marseille-Provence, c'est bien ça? Pas l'aérodrome de Salon, As ? Ai-je vérifié, faisant référence aux 2 aéroports de la région? »« Oui, Marseille-Provence, » a-t-elle acquiescé. J'ai commencé à conduire, suivant le GPS vers l'autoroute. Le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres sur la route et peignant le ciel dans des teintes d'orange et de rose. « Vous venez de Salon ou vous êtes juste de passage ?» ai-je demandé, faisant la conversation comme je le faisais souvent avec les passagers. « Juste de passage », a-t-elle dit après une légère pause. « Je rendais visite à un ami. » Son ton n'invitait pas à d'autres questions, alors je me suis concentré sur la conduite. L'itinéraire de Salon à l'aéroport Marseille-Provence nous ferait passer au nord de Marseille, puis à l'ouest vers l'aéroport. Environ 40 minutes de trajet selon la circulation, qui serait minimale un dimanche soir. Pendant que nous roulions, je lui jetais occasionnellement un coup d'œil dans le rétroviseur. Elle a passé la majeure partie du trajet à regarder par la fenêtre, semblant perdue dans ses pensées. Elle ne consultait pas son téléphone, ni ne s'adonnait à aucune des distractions habituelles auxquelles les passagers s'adonnaient généralement pendant les trajets plus longs. Elle restait juste assise là, regardant le paysage provençal défiler, son visage illisible derrière ses lunettes de soleil. À mi-chemin de l'aéroport, elle a finalement retiré ses lunettes de soleil, les glissant dans le col de son t-shirt. Ses yeux étaient d'un bleu saisissant, presque surnaturellement vif contre sa peau légèrement bronzée. Nos regards se sont brièvement croisés dans le rétroviseur, et elle a offert un autre petit sourire avant de retourner son regard vers la fenêtre. Quand nous sommes arrivés à l'aéroport, j'ai rapidement remarqué que la carte me dirigeait vers le siège administratif de l'aéroport Marseille-Provence, pas vers un terminal proprement dit. Cela arrivait occasionnellement avec l'application, les coordonnées GPS légèrement décalées, dirigeant les chauffeurs vers la mauvaise entrée, ou un bâtiment de bureau à proximité au lieu de la zone de dépose des passagers. Je pense que l'application nous dirige vers les bureaux administratifs, ai-je expliqué. De quel terminal avez-vous besoin? Ou rencontrez-vous quelqu'un aux bureaux principaux? Elle a eu l'air momentanément confuse.
Oh, n'importe lequel. Que voulez-vous dire ? Ai-je demandé, ne comprenant pas. Déposez-moi simplement au comptoir des billets, a-t-elle dit. Cette réponse n'avait aucun sens. Marseille-Provence est l'un des plus grands aéroports de France, avec 2 terminaux s'étendant sur des kilomètres. Il n'y a pas juste un comptoir des billets. Chaque compagnie aérienne a le sien, réparti entre différents terminaux. Madame, quelle compagnie aérienne ? Quel terminal ? Où avez-vous des réservations ? Ai-je insisté, essayant d'obtenir des informations plus précises pour pouvoir l'emmener au bon endroit ? Oh, peu importe, je n'ai pas encore mon billet, a-t-elle répondu avec désinvolture, comme si c'était une façon complètement normale d'aborder les voyages aériens. Sa réponse a immédiatement soulevé des signaux d'alarme. De nos jours, très peu de gens se présentent simplement à un aéroport sans réservation, surtout dans un grand hub international comme Marseille-Provence, où les files d'attente peuvent être longues et les vols complets. Eh bien, madame, vous devez avoir une réservation, non ? Quelle compagnie aérienne et quel terminal ? Ai-je demandé à nouveau, essayant de maintenir un ton serviable tout en cachant mon inquiétude croissante. Non, je ne sais pas encore où je vais, a-t-elle dit, puis a ajouté. Ils acceptent l'argent liquide, n'est-ce pas ? La question m'a pris au dépourvu. Bien que certaines compagnies aériennes puissent encore accepter des paiements en espèces au comptoir, c'est de plus en plus rare, et la plupart exigent des cartes de crédit pour les réservations, surtout pour les réservations le jour même. Je ne sais pas, ai-je admis, mais j'ai besoin d'un endroit pour vous déposer. L'aéroport est immense. Il y a des dizaines de compagnies aériennes et environ 2 terminaux. Elle est restée silencieuse un moment, semblant réfléchir à cette information comme si c'était une nouveauté pour elle. Puis elle a simplement dit « Déposez-moi juste devant l'hôtel à l'intérieur de l'aéroport et je trouverai à partir de là. » Elle faisait référence au Pullman qui est situé à l'intérieur du terminal, un de Marseille-Provence. C'était au moins une destination spécifique, alors j'ai ajusté l'itinéraire et je me suis dirigé là-bas, bien que ma curiosité et mon inquiétude continuent de croître. Quand nous sommes arrivés au niveau des départs du terminal 1, je me suis arrêté au bord du trottoir près de l'entrée du Pullman. Avant même que je puisse mettre la voiture en stationnement, Sarah avait déjà ouvert sa porte. Elle a glissé rapidement dehors, saisissant son sac de voyage avec une force surprenante pour sa taille. « Merci pour la course », a-t-elle dit à la hâte, n'attendant pas de reçu ni prenant le temps d'évaluer le trajet dans l'application comme le faisaient la plupart des passagers. « Avez-vous besoin d'aide avec votre sac ?» Ai-je appelé après elle, mais elle marchait déjà, son allure rapide et déterminée, alors qu'elle se dirigeait vers le terminal sans regarder en arrière. Je suis resté assis là un moment, la regardant disparaître dans la foule de voyageurs. L'interaction entière avait été étrange du début à la fin, le lieu de prise en charge isolé un dimanche, l'absence d'une destination ou d'une compagnie aérienne spécifique, la question sur l'argent liquide, et son départ précipité. Perplexe par la bizarrerie de cette épreuve, je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas. Alors que je m'éloignais du trottoir pour quitter l'aéroport, j'ai remarqué un agent de la police de l'air et des frontières dirigeant la circulation près du passage piéton. Par impulsion, je me suis arrêté et j'ai baissé ma vitre pour attirer son attention. « Excusez-moi, monsieur l'agent », ai-je appelé. L'agent, un homme d'âge moyen avec une moustache soignée et les yeux fatigués de quelqu'un qui avait vu tous les types de situations aéroportuaires imaginables, s'est approché de ma voiture. « Tout va bien ?» a-t-il demandé, se penchant pour parler à travers ma fenêtre. Je lui ai raconté toute l'histoire, la prise en charge inhabituelle à Salon, la jeune femme avec le grand sac de voyage, son manque d'informations sur la destination ou la compagnie aérienne, et son comportement étrange. J'ai décrit Sarah du mieux que je pouvais et lui ai dit où je l'avais déposée. L'agent a écouté attentivement, acquiesçant occasionnellement. Quand j'ai terminé, il a sorti un petit carnet et a noté quelques notes.
« Vous avez bien fait de me le dire », a-t-il dit. « Nous allons envoyer quelqu'un vérifier. C'est probablement rien, mais mieux vaut prévenir que guérir, surtout de nos jours. » Il a pris mon nom et mes coordonnées, bien que je n'ai jamais rien entendu de plus à ce sujet. C'était il y a 5 ans. J'ai continué à conduire pour l'application VTC pendant encore 1 an environ avant de passer à autre chose. Mais je n'ai jamais découvert de quoi il s'agissait. 2 semaines plus tard, je parcourais l'application d'actualité locale sur mon téléphone quand un titre a attiré mon attention. La police arrête un réseau de trafic d'êtres humains opérant via l'aéroport Marseille-Provence. L'article détaillait comment les autorités avaient arrêté plusieurs individus impliqués dans une opération sophistiquée qui transportait de jeunes femmes à travers les grands aéroports. Les victimes recevaient souvent des informations minimales, juste assez pour se rendre à leur prochain manipulateur. L'article mentionnait que l'enquête était en cours depuis des mois, mais qu'un signalement d'un chauffeur VTC avait fourni une avancée cruciale dans l'affaire. Bien qu'aucun nom n'ait été mentionné, le timing et les circonstances étaient trop coïncidences pour être ignorées. Je ne saurais jamais avec certitude si Sarah était l'une des victimes, ou peut-être même l'une des trafiquantes. L'agent ne m'a jamais recontacté, et je n'ai jamais vu son visage dans aucun des reportages d'actualité. Mais je pense encore à elle parfois, cette jeune femme silencieuse, aux yeux bleus saisissants et à la sortie précipitée, se précipitant dans le terminal avec son sac de voyage trop rempli. L'expérience a changé ma façon d'aborder mon travail et d'interagir avec les passagers. Je suis devenu plus observateur, plus disposé à faire confiance à mes instincts quand quelque chose ne semblait pas correct. Parfois, être curieux ou trop prudent peut vous faire paraître paranoïaque. Mais d'autres fois, cela peut être exactement ce qui est nécessaire. Si vous vous trouvez un jour dans une situation qui ne semble pas correcte, parlez-en. Signalez-la. Ce n'est peut-être rien, mais encore une fois, cela pourrait être tout pour quelqu'un en difficulté. Mieux vaut avoir tort et être légèrement embarrassé que d'ignorer votre instinct et manquer une chance d'aider quelqu'un qui en a désespérément besoin. Je suis dans un endroit sombre depuis l'accident. Je sais que je dois la laisser partir. Accepter que je ne la reverrai jamais, mais je ne peux pas. Je ne peux pas me reposer. Je ne peux pas rester immobile, je ne peux pas avancer. Tout ce que je peux faire, c'est penser à elle. Ce qui est fait, ce qui est mort, je le sais bien sûr. Elle est dans un endroit meilleur. Je sais qu'elle est tout là-haut quelque part, veillant sur moi comme un ange gardien, et je sais que je devrais y trouver du réconfort. Mais ce n'est pas le cas. Cette pensée me met en colère. Il n'y a rien pour moi ici, rien que la solitude étouffante. C'est comme si je me noyais dans du pétrole brut, piégé dans du goudron, coulant lentement dans un vide infini. Il n'y a pas de chaleur, pas de lumière, pas d'espoir, juste une obscurité impénétrable qui m'oppresse de tous côtés, menaçant de m'écraser avec la sombre finalité de ma situation. Je suis seul pour toujours et à jamais, seul. Mais je n'avais pas à l'être. Et si je pouvais être avec elle à nouveau, ne serait-ce que pour un instant? Elle est si proche que je peux presque la toucher. La seule chose entre nous est quelques mètres de terre fraîchement retournés. Tout ce que j'ai à faire, c'est creuser. Je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Je sais que je ne vais pas bien. Une personne normale n'a pas ce genre de pensée, mais je m'en fiche. Je dois essayer de l'atteindre, de la voir une dernière fois. J'ai besoin de lui dire que je l'aime, qu'elle me manque et que je suis désolé. L'accident était ma faute. Nous n'aurions même pas été sur la route si je n'avais pas insisté pour quitter la maison de sa sœur au lieu d'y passer la nuit pour attendre la fin de la tempête. Les prévisions annonçaient entre 30 et 45 cm de neige en quelques heures. Un tapis de neige d'environ 2 cm recouvrait déjà chaque surface à l'extérieur. « Tu veux vraiment conduire dans ces conditions ?» m'a demandé Lisa. « Pourquoi ne pas rester ici pour la nuit? On sera bien. » J'ai insisté. L'idée de passer une minute de plus avec la sœur insipide de Lisa et son idiot de mari me retournait l'estomac. À mon insistance, nous avons dit des au revoir hâtifs,
fait de vagues promesses de visites prochaines, puis glissé comme sur des patins jusqu'à ma voiture. J'ai regretté la décision presque immédiatement. Les chutes de neige étaient si abondantes que je pouvais à peine voir la route devant moi. C'était presque un blizzard total, comme si un voile de gaz blanche avait été drapé sur le pare-brise. J'ai conduit aussi prudemment que possible sur la route sinueuse de montagne, mais je n'ai pas été assez prudent. Nous étions sur une portion en forte descente quand j'ai perdu le contrôle de la voiture. Un arbre était tombé en travers de la route de l'autre côté d'un virage sans visibilité, bloquant complètement notre voie. Ces branches se sont matérialisées dans l'obscurité neigeuse comme d'énormes griffes noires surgissant du néant. Mon souffle s'est bloqué dans ma gorge alors que j'écrasais mon pied sur le frein et que je tirais sur le volant. Les pneus n'ont pas crissé, ils ont murmuré, glissant silencieusement sur le tapis de neige recouvrant l'asphalte. La voiture a fait une embardée, tournoyée, puis s'est écrasée contre la glissière de sécurité et a basculé du côté de la falaise. Il y a eu un bref silence étrange alors que la voiture tombait dans le vide, puis le monde a explosé dans une cacophonie de verre brisé et de métal déchiré. Lisa et moi avons été violemment projetés dans les limites de nos ceintures de sécurité, alors que la voiture dégringolait la pente et s'écrasait contre les arbres en contrebas. Une fois la voiture immobilisée, tout est devenu flou. Je me souviens avoir regardé Lisa alors qu'elle s'affaissait contre la portière côté passager, sa tête pendant mollement sur son cou. Une fine poussière de neige soufflait à travers le trou béant où se trouvait autrefois le pare-brise, s'accumulant sur ses cheveux maculés de sang comme la délicate dentelle d'un voile de mariée. La chose suivante dont je me souviens, c'est que j'étais allongé sur le dos, regardant le ciel nocturne. L'un des phares de la voiture était encore allumé, envoyant un faisceau de lumière blanche tranchant l'air glacial comme une balise de détresse. La neige s'était arrêtée. Il n'y avait pas de lune, juste une couverture basse de nuages qui pulsait avec la lumière rouge et bleue des véhicules d'urgence rassemblés quelque part sur la route au-dessus. Des voix étouffées, gazouillées comme les vocalisations sous-marines d'un plongeur criant dans un tuba. Puis, je flottais dans les airs, m'élevant vers un gigantesque oiseau métallique qui battait l'air avec un bruit de bop, 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 créant un tourbillon de neige piquante et de vent glacial qui frappait ma peau. Après une longue période d'oubli, je me suis réveillé sur une table alors qu'un médecin portant un tablier en caoutchouc et des gants bleus en nitrile se déplaçaient au-dessus de moi, silhouettés contre la lumière vive au-dessus. J'ai essayé d'appeler Lisa, mais j'étais incapable de former des mots. C'était comme si ma bouche était bourrée de coton, comme si mes lèvres étaient cousues. Je me souviens à quel point j'avais froid, comme s'ils avaient ouvert toutes les fenêtres pour laisser entrer le froid hivernal. J'ai essayé de lever la main pour signaler au médecin de fermer les fenêtres, mais je ne pouvais pas bouger. Mes membres étaient raides et engourdis. Ils me semblaient presque étrangers, les bras et les jambes d'un mannequin plutôt que d'un humain. Peu importe le froid, me suis-je dit. Où est Lisa ? J'ai résolu qu'aussitôt que je pourrais parler à nouveau, je demanderais au médecin de me conduire la voir. Je ne savais pas qu'il était déjà trop tard. Les funérailles ont été horribles. Le visage de Lisa était mortellement pâle en contraste avec sa robe entièrement noire. Le rouge sur ses joues était criard et exagéré, dans une tentative évidente d'apporter un peu de couleur à sa pâleur fantomatique. Je me souviens d'un défilé de visages affligés passant devant moi, marmonnant maladroitement leurs condoléances. Il y avait des larmes, des étreintes, des prières. Le chagrin remplissait la pièce comme un éther nocif. Les parents de Lisa étaient là. Ils ne m'ont pas parlé cependant. Ils m'ont juste regardé d'un air absent depuis leur place au premier rang. Mon costume me semblait inconfortable et mal ajusté. La cravate était beaucoup trop serrée. Au début, je me demandais pourquoi je l'avais nouée si serrée, avant de réaliser que je n'avais aucun souvenir de l'avoir nouée.
Normalement, c'est Lisa qui l'aurait serré, s'assurant que le nœud était droit et régulier, mais évidemment ce n'était pas elle. Alors qui l'avait noué? Je ne pouvais pas le dire à ce moment-là. Qui que ce soit, il n'avait pas accordé beaucoup d'attention à mon confort. Je ne pouvais pas tourner la tête. Je ne pouvais pas respirer. J'avais l'impression de porter un nœud coulant. Après les funérailles, l'obscurité s'est installée, ou plutôt, je m'y suis installé. Je l'ai laissé m'envelopper, succombant à son étreinte froide. Je ne savais pas s'il y avait encore un soleil dans le ciel, mais même s'il y en avait un, cela n'avait pas d'importance. Sa lumière ne pouvait pas m'atteindre. J'étais trop loin. Tout ce que je pouvais faire, c'était penser à Lisa, à la façon dont nous étions condamnés à passer l'éternité séparés. Il n'y avait plus de nous. Il y avait juste moi et elle. Moi, ici, elle, là-bas, pour toujours. Je ne suis pas sûr de combien de temps je me suis permis de souffrir en silence avant de décider de faire quelque chose. J'ai passé ce qui semblait être des jours dans une fugue dissociative, flottant hors de mon corps, me regardant d'en haut. Ce que j'ai vu m'a rendu malade. Je ne reconnaissais même plus qui j'étais. J'étais l'ombre de mon ancien moi, dépérissant, me désintégrant jusqu'à n'être plus rien. J'avais abandonné, me permettant de succomber à mon destin comme s'il était inévitable, comme s'il n'y avait rien que je puisse faire. Mais il y avait quelque chose. Je devais juste rassembler la volonté de faire l'impossible, l'indicible, l'insensé. Je sais que les choses entre Lisa et moi ne pourront jamais être complètement restaurées. Il n'y a pas de retour en arrière possible vers ce que nous étions avant l'accident. Comme je l'ai dit plus tôt, ce qui est fait, et ce qui est mort, je le sais. Mais s'il y a ne serait-ce qu'une infime chance que nous puissions être ensemble à nouveau, je dois essayer. Alors que je tends la main et commence à griffer le tissu de soie tapissant l'intérieur de mon cercueil, je ressens une vague d'espoir pour la première fois depuis l'accident. Je ne sais pas combien de temps il me faudra pour creuser ma sortie d'ici, mais peu importe. Je n'ai que l'éternité. Je creuserai à travers la soie et le bois, à travers la terre et les vers, à travers l'herbe et la boue, émergeant de l'obscurité et revenant à la lumière. Je viens te chercher, Lisa. Je t'aime. À bientôt. L'air dans mon cercueil est vicié et ténu. Chaque respiration devient plus laborieuse que la précédente. Mais je continue à creuser, à griffer. Mes ongles se cassent et se fendent, mais je remarque à peine la douleur. Ce n'est rien comparé à l'agonie de la séparation d'avec Lisa. Je ne sais pas depuis combien de temps je m'y emploie, des heures, des jours, peut-être même des semaines. Le temps a perdu toute signification dans cet espace sombre et confiné. Parfois, je jure que je peux entendre des voix au-dessus de moi, étouffées et lointaines. Des personnes en deuil, peut-être, ou le gardien du cimetière, vacant à ses occupations. Ont-ils la moindre idée de ce qui se passe à 2 mètres sous leurs chaussures? Le bois du couvercle de mon cercueil commence à se fendre sous mon assaut implacable. De la terre s'infiltre, atterrissant sur mon visage comme le toucher délicat des doigts de Lisa. Je l'accueille. C'est la première sensation du monde extérieur que j'ai ressentie depuis qu'ils ont fermé le couvercle. Plus de terre maintenant, un flot régulier remplissant ma bouche, mon nez, mes yeux. Je devrais suffoquer, mais ce n'est pas le cas. Je continue à creuser vers le haut, à travers ce qui semble être un océan sans fin de terre. Mes membres devraient être épuisés, mais ils ne le sont pas. Ils sont animés par quelque chose au-delà de l'endurance physique, un besoin pur, un désir profond. Et puis, soudainement, ma main perce la surface. L'air frais de la nuit caresse ma peau. Avec une vigueur renouvelée, j'élargis le trou, repoussant racines et pierres, jusqu'à ce qu'il soit assez grand pour me hisser. J'émerge dans le cimetière comme une renaissance perverse, la terre tombant de mes vêtements funéraires alors que je me tiens sur des jambes chancelantes. La lune est pleine ce soir, baignant tout d'une lumière argentée. Je peux voir la tombe de Lisa d'ici, à quelques parcelles seulement. Le sol y est encore frais,
les fleurs encore vibrantes, je titube vers elle, tombant à genoux devant sa pierre tombale. « J'y suis arrivé, Lisa », je murmure, passant mes doigts sur les lettres gravées de son nom. « Je t'avais dit que je viendrais te chercher. » Je commence à creuser, utilisant mes mains nues pour arracher la terre recouvrant son cercueil. Cette fois, la tâche semble plus facile, comme si le sol lui-même voulait me céder son trésor. Finalement, je découvre le bois poli de son cercueil. Avec des mains tremblantes, je l'ouvre. Lisa est là, aussi belle que dans mon souvenir, bien que sa peau ait une pâleur cireuse au clair de lune. Je tends la main pour toucher son visage, caresser ses cheveux. « Réveille-toi, je la supplie. Je suis venu te ramener à la maison. » Mais elle ne bouge pas. Ses yeux restent fermés, son corps immobile. Une terrible réalisation me submerge. Elle est vraiment partie. L'enveloppe de son corps reste, mais Lisa, ma Lisa, n'est plus là. Je m'effondre à côté de son cercueil, un hurlement d'angoisse se formant dans ma gorge, mais n'échappant jamais à mes lèvres. Qu'est-ce que je pensais? Qu'elle serait simplement endormie? Que la mort n'était qu'un état temporaire que nous pourrions toutes deux surmonter par la seule force de la volonté? Monsieur? Monsieur? Pouvez-vous m'entendre? Une voix pénètre mon chagrin, inconnue mais insistante. J'essaie de me concentrer dessus, de me tourner vers elle, mais je ne semble pas pouvoir bouger. Il répond au stimuli. Pupille réactive. Monsieur, si vous m'entendez, essayez de cligner des yeux. Le cimetière autour de moi commence à se brouiller, se dissolvant sur les bords comme une aquarelle laissée sous la pluie. La tombe de Lisa, son cercueil, le clair de lune, tout commence à s'estomper, remplacé par des lumières fluorescentes crues et le bip des machines. « Bon retour parmi nous », dit une femme en tenue médicale, se penchant au-dessus de moi. « Vous avez été dans le coma pendant près de 3 semaines. L'accident était assez grave, mais vous allez vous en sortir. » Un coma? Je lutte pour comprendre, pour concilier ces deux réalités. Si j'ai été dans le coma, alors qu'en est-il de mes funérailles? De mon évasion du cercueil? De Lisa? Lisa? Je réussis à croasser, ma voix rauque par le manque d'usage. L'expression de l'infirmière change subtilement, une ombre de quelque chose. Pitié? Malaise? Traversant son visage. « Votre femme est au bout du couloir », dit-elle avec précaution. Elle est toujours dans un état critique, mais elle se bat. Les médecins sont prudemment optimistes. Le soulagement m'envahit. Lisa est vivante. Tout le reste, les funérailles, le cercueil, le cimetière, n'était qu'un cauchemar créé par mon cerveau blessé. Nous avons tous deux survécu à l'accident. Au cours des jours suivants, à mesure que mes forces reviennent, j'en apprends davantage sur ce qui s'est passé. Notre voiture est effectivement sortie de la route dans la tempête de neige, mais l'issue n'était pas aussi fatale que mes rêves de coma l'avaient dépeinte. Lisa a subi un traumatisme crânien sévère et des blessures internes, tandis que j'avais des os cassés et une lésion cérébrale traumatique qui m'a plongé dans un coma profond. Une semaine après mon réveil, je suis enfin autorisé à rendre visite à Lisa. On me conduit dans sa chambre où elle est allongée, entourée de machines, des tubes serpentant dans son corps à divers endroits. Sa tête est partiellement rasée et bandée. Elle semble petite et fragile parmi tous les équipements médicaux, mais elle est vivante. Je peux voir la montée et la descente de sa poitrine, entendre le bip régulier de son moniteur cardiaque. Je tends la main et prends la sienne dans la mienne. Elle est chaude, pas froide et raide comme dans mon cauchemar. Et quand je la serre doucement, je sens la plus faible pression en retour. Je suis là, Lisa. Je murmure, et je ne vais nulle part. Les médecins me disent de ne pas trop espérer. Les lésions cérébrales sont imprévisibles, disent-ils. Lisa pourrait se réveiller demain, ou la semaine prochaine, ou le mois prochain. Elle pourrait se réveiller changée, avec des pertes de mémoire ou des changements de personnalité, ou elle pourrait ne jamais se réveiller du tout. Mais je sais qu'elle le fera.
Nous avons tous deux déjà lutté pour revenir du bord du gouffre. Moi de mes rêves de cercueil, elle du seuil de la mort elle-même. On nous a donné une seconde chance et je ne vais pas la gaspiller. Chaque jour, je m'assieds à son chevet, je lui parle, lui lis des histoires, lui fais écouter sa musique préférée. Je lui raconte mon cauchemar, comment j'ai creusé hors d'un cercueil pour la retrouver. Je lui dis que dans la réalité, il n'y aura pas besoin de mesures aussi désespérées. Nous sommes tous deux toujours là, toujours en train de lutter. Et puis, un mardi après-midi ordinaire, alors que je lisais à haute voix son roman préféré, ses doigts ont tressailli dans les miens. J'ai levé les yeux pour voir ses yeux, ces beaux yeux que je craignais ne jamais revoir, papillonnés, luttant pour se concentrer. Lisa, je souffle, n'osant pas espérer. Ses lèvres bougent silencieusement d'abord, puis « Tu as l'air terrible ». Un rire remonte des profondeurs de moi, apportant avec lui des larmes de joie. C'est bien Lisa de se réveiller d'une expérience de mort imminente avec une plaisanterie. « Ouais, eh bien, tu devrais voir l'autre gars. » Je réponds, ma voix se brisant. Elle sourit faiblement, puis grimace de douleur. « Que s'est-il passé ? Accident de voiture, tempête de neige, tu te souviens ?» Elle hoche légèrement la tête, puis ses yeux s'écarquillent avec une soudaine clarté. « Ta faute. Tu as insisté pour qu'on parte. » Je baisse la tête. « Je sais. Je suis tellement désolé, Lisa. J'aurais dû t'écouter. » « Absolument, » murmure-t-elle, mais sa main serre la mienne. Mais nous sommes toujours là. Nous le sommes. Je suis d'accord, portant sa main à mes lèvres. Nous sommes toujours là. Au fil des semaines, alors que nous continuons tous deux à guérir, son corps, mon esprit, je pense souvent à mon cauchemar du coma. À creuser à travers la terre pour atteindre Lisa, seulement pour la trouver vraiment partie. Le désespoir, le chagrin, le vide creux de ce moment semblaient si réels, si viscéraux. Peut-être était-ce un aperçu de ce qui aurait pu être, un avertissement sur ce qui aurait pu se produire si les choses s'étaient passées légèrement différemment cette nuit neigeuse. Ou peut-être était-ce simplement la façon dont mon cerveau traitait le traumatisme, me préparant au pire tandis que mon corps luttait pour survivre. Quoi qu'il en soit, je suis reconnaissant. Reconnaissant de ne pas avoir eu à me frayer un chemin hors d'un cercueil. Reconnaissant que Lisa n'est pas finie dans un non plus. Reconnaissant pour les secondes chances et l'opportunité de faire les choses différemment cette fois. Nous sommes plus prudents maintenant, tous les deux. Nous ne prenons pas de risques inutiles. Nous ne laissons pas des irritations mesquines, comme passer une nuit de plus avec sa sœur et son beau-frère, nous pousser à des décisions dangereuses. Nous chérissons chaque jour, chaque moment ensemble, sachant à quel point tout aurait pu être perdu. Parfois la nuit, je rêve encore d'obscurité, d'espaces confinés et d'odeurs de terre. Mais maintenant, quand je me réveille, haletant et désorienté, Lisa est là à côté de moi, vivante et chaude. Elle me serre contre elle, murmure que tout va bien, que nous allons bien tous les deux, et c'est le cas. Non pas parce que j'ai creusé à travers la barrière impossible entre la vie et la mort, mais parce que, d'une manière ou d'une autre, contre toute attente, nous avons tous deux reçu une autre chance de vivre. Ensemble. Mon amie Claire et moi, toutes deux étudiantes en dernière année d'université à 21 ans, avions décidé de célébrer la fin des partiels par une sortie. Nous avons commencé au bistrot du quartier pour leur célèbre cocktail à prix réduit. Le rêve pour un budget d'étudiant. Après quelques verres, nous étions légèrement éméchés mais certainement pas ivres, Claire a suggéré d'aller dans ce parc qu'elle connaissait avec une vue incroyable sur le coucher de soleil au-dessus de la Côte d'Azur. « Tu vas adorer », a-t-elle promis. C'est comme ce joyau caché que la plupart des touristes ne connaissent pas. J'étais hésitante au début. J'avais un cours tôt le lendemain. Mais Claire pouvait être persuasive quand elle le voulait. « Allez, Émilie, vise un peu. On est jeune qu'une fois et on a passé 2 semaines à bachoter pour les examens. » Elle avait raison. J'ai donc accepté et nous avons conduit environ 20 minutes depuis le campus
dans ma vieille Citroën, suivant les directions de Claire jusqu'à ce que nous atteignions une petite zone de stationnement non marquée près de ce qui ressemblait à une réserve naturelle. Il n'y avait que 2 autres voitures là, un bon signe que c'était vraiment un joyau caché. Nous avons suivi un sentier sinueux qui traversait de hautes herbes et des chênes épars. Le chemin était bien entretenu au début, mais est devenu progressivement moins défini à mesure que nous continuions. Après environ 10 minutes de marche, nous avons émergé dans une magnifique clairière surplombant la côte d'Azur. Le soleil commençait tout juste sa descente, peignant le ciel de teintes brillantes de rose et d'orange, avec la silhouette de la ville se dessinant contre l'horizon. « Je t'avais dit que ça valait le coup », dit Claire, me donnant un coup de coude. Elle avait raison. C'était à couper le souffle. Nous avons trouvé un tronc d'arbre tombé près du bord de la clairière qui faisait un banc naturel, parfait, et nous nous sommes installés pour regarder le spectacle. L'air avait cette fraîcheur parfaite du début de l'automne, et pendant un moment, nous sommes restés assises dans un silence confortable, admirant la vue. Alors que nous nous détendions là, une famille de 4 personnes avec un Golden Retriever passa et installa une couverture de pique-nique de l'autre côté de la clairière. Les enfants, peut-être 7 et 9 ans, lançaient un frisbee tandis que leurs chiens bondissaient après avec enthousiasme. C'était comme une scène d'un film familial chaleureux. Quelques minutes plus tard, un jeune couple arriva. Ils étalèrent une couverture plus près de nous, sortirent un ananas entier de leur sac à dos et commencèrent à le couper avec un couteau plutôt grand. Cela me sembla être une collation étrangement élaborée pour une sortie décontractée, mais ils semblaient s'amuser, se nourrissant mutuellement de morceaux et riant. Le soleil plongea sous l'horizon, laissant derrière lui une lueur résiduelle. Il faisait encore assez clair pour voir, mais les ombres s'allongeaient définitivement. Claire et moi étions plongés dans une conversation sur nos projets après l'obtention du diplôme. Elle espérait décrocher un emploi dans une agence de marketing à Nice, tandis que je songeais à un master. Et nous n'avons pas immédiatement pensé au retour. Nous devrions probablement rentrer avant qu'il ne fasse trop sombre, ai-je finalement dit, remarquant que la famille, avec le chien, avait déjà rangé et était partie. Claire acquiesça, et nous avons rassemblé nos affaires. Au moment où nous avons commencé sur le sentier, la lumière avait considérablement faibli et la zone boisée que nous devions traverser devenait vraiment sombre. Je n'avais pas pensé à apporter une lampe de poche, mais heureusement, Claire sortit son téléphone et alluma la lampe pour éclairer notre chemin. Le faisceau n'était pas particulièrement puissant, mais c'était mieux que rien. C'est comme le début de tous les films d'horreur que j'ai vus, plaisanta Claire, mais il y avait une nervosité dans sa voix. « Ne commence même pas », l'ai-je averti, sentant les premières vrilles d'inquiétude me parcourir l'échine. À mesure que nous nous aventurions plus profondément dans les bois, l'obscurité semblait nous presser de tous côtés. Le sentier amical qui avait semblé si accueillant à la lumière du jour paraissait maintenant menaçant, avec des racines d'arbres tordus traversant le chemin et des branches au-dessus bloquant le peu de crépuscule qui restait. Chaque bruissement dans les sous-bois me faisait sursauter. C'est alors que je l'ai senti, cette sensation primitive distincte que quelqu'un nous observait, nous suivait. C'est un sentiment difficile à décrire à moins de l'avoir expérimenté, un picotement à l'arrière de la nuque, une connaissance instinctive que vous êtes observé. Nous marchions le long du sentier, notre conversation réduite à des chuchotements nerveux. Le sentier contournait un petit étang, traversait une passerelle en bois, puis montait une colline escarpée. Juste au moment où nous atteignions le milieu du pont, nous l'avons entendu, des pas forts et délibérés derrière nous, se déplaçant rapidement. J'ai jeté un coup d'œil en arrière et vu un faisceau de lumière zigzagant, comme si quelqu'un courait en tenant la lampe d'un téléphone. « Quelqu'un arrive », ai-je murmuré à Claire, mon cœur battant dans ma poitrine. Sans un mot de plus, nous nous sommes mises à courir. Les pas derrière nous ont accéléré aussi, s'accordant à notre rythme. Au début,
J'ai pensé que c'était peut-être le bruit rythmique de quelqu'un à vélo. La cadence avait une qualité mécanique, mais le sentier était trop étroit, trop accidenté pour un vélo, surtout dans cette obscurité. « Montons par là », ai-je haletant, pointant vers un talus escarpé sur notre gauche qui s'éloignait du sentier principal. Si c'est quelqu'un à vélo, il ne pourra pas nous suivre sur cette pente. Nous avons grimpé la colline en nous agrippant aux racines d'arbres et aux broussailles pour nous hisser. La pente était encore plus raide qu'elle n'en avait l'air, et au moment où nous avons atteint le sommet, nous respirions toutes les deux difficilement. Nous avons fait une pause, écoutant. Pendant un moment, il n'y avait rien que le silence et le ululement lointain d'un hibou. « Je pense que nous l'avons semé », chuchota Claire, sa voix tremblant légèrement. Elle dirigea la lampe de son téléphone vers le sentier en contrebas, balayant d'avant en arrière. Pendant un instant, j'ai cru que nous étions en sécurité. Puis, nous l'avons vu. Une grande silhouette d'homme debout au bas du talus, nous regardant. Il ne bougeait plus maintenant, se tenant simplement là, sa posture suggérant qu'il reprenait son souffle après la poursuite. « Oh mon Dieu !» souffla Claire. Nous nous sommes retournés et avons couru à nouveau, suivant cette fois un étroit sentier de serre qui serpentait à travers les arbres au sommet de la crête. Nous avons couru jusqu'à ce que nos poumons brûlent, puis nous nous sommes arrêtés pour écouter à nouveau. Rien. Juste au moment où nous allions pousser un soupir de soulagement, nous l'avons entendu. Des pas écrasant les sous-bois venant droit vers nous. « Il nous suit toujours », ai-je sifflé. Nous sommes repartis en courant, maintenant complètement désorientés dans l'obscurité. Je n'avais plus aucune idée de la direction qui menait au parking. Nous courions simplement aveuglément loin des pas. Tous les quelques mètres, nous jetions un coup d'œil par-dessus nos épaules, essayant d'évaluer sa proximité. Soudain, Claire trébucha sur une racine et faillit tomber. Dans sa panique, elle laissa échapper un « hé » surpris. Le son fit écho dans la forêt silencieuse. À notre horreur, une voix masculine profonde répondit immédiatement « hé ». Nous nous sommes figés. La voix était venue de beaucoup plus près que nous ne l'avions prévu. Puis, sur un ton qui m'a glacé le sang, il ajouta « De quoi avez-vous peur ?» La façon décontractée, presque enjouée dont il l'a dit, était en quelque sorte plus terrifiante que s'il avait fait une déclaration ouvertement menaçante. Cela confirmait ce que nous avions craint. Ce n'était pas simplement un autre randonneur qui se trouvait emprunter le même sentier. Il nous suivait délibérément, jouissant de notre peur. Nous avons continué à courir. Claire était au téléphone avec le 17, bien que je ne sache pas comment elle a réussi à composer et à parler alors que nous courions pour nos vies. Mes poumons brûlaient et mes jambes semblaient de plomb, mais l'adrénaline pure nous maintenait en mouvement. Nous avons finalement atteint ce qui ressemblait à une route, mais ce n'était pas là où nous nous étions garés. Quand je nous avais emmenés sur cette colline, j'avais sans le vouloir conduit loin de notre chemin original. Au loin, je pouvais voir une maison avec des lumières allumées. « Là !» ai-je haletant, pointant du doigt. Nous avons sprinté à travers la route et remonté l'allée. Claire a frappé à la porte d'entrée tandis que je regardais en arrière avec crainte. Personne n'a répondu, malgré les lumières allumées. Peut-être qu'ils ne pouvaient pas nous entendre à cause de leur télévision, ou peut-être qu'ils avaient peur d'ouvrir la porte à des étrangers la nuit. « Essayons la maison suivante », ai-je dit, me dirigeant déjà vers la propriété voisine. Alors que nous nous éloignions en hâte, j'ai regardé en arrière une dernière fois et vu quelque chose qui a glacé mon sang. La silhouette sombre d'un homme debout près de la ligne de clôture de la première maison, nous observant. Quand il a réalisé que je l'avais repéré, il s'est fondu dans l'obscurité. La deuxième maison que nous avons essayée avait un grand porche bien éclairé. Un homme plus âgé a répondu presque immédiatement, prenant en compte nos expressions terrifiées avec inquiétude. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» a-t-il demandé, sa femme apparaissant derrière lui, regardant par-dessus son épaule. J'ai rejoué cette nuit dans mon esprit des centaines de fois depuis lors.
Qui était cet homme? Que voulait-il? Qu'est-ce qui se serait passé s'il nous avait rattrapés? Les questions me hantent et je sais qu'elles le feront toujours. Cette expérience m'a changé. Je suis devenue plus prudente, plus consciente de mon environnement. Je ne vais jamais en randonnée sans plusieurs personnes maintenant. Et je m'assure toujours que quelqu'un sait exactement où je suis et quand je devrais être de retour. Je porte du gaz poivre et une alarme personnelle partout où je vais. Certains pourraient appeler ça de la paranoïa, mais j'appelle ça de la survie. Parce que la réalisation la plus terrifiante de cette nuit n'était pas seulement que quelqu'un nous poursuivait, c'était la façon décontractée, presque amusée dont il nous a interpellés, comme si notre peur l'amusait, comme si nous étions des proies et qu'il jouissait simplement de la chasse. Je ne sais pas qui il était, ni quelles étaient ses intentions, mais je sais ceci. À ce moment-là, j'ai ressenti ce que c'était d'être chassé. Et c'est un sentiment que je ne veux jamais revivre.